Donc je continue sur la prise de Carthage par les Byzantins. Bon, laissons passer le côté bataille autour de Carthage, de la défaite éventale. La question c'est pourquoi cette expédition sur Carthage, alors que bon, rien ne s'y prêtait à ce moment-là. Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est mêlé à, sans aucun doute, un contexte personnel, idéologique et local à Constantinople. Constantinople vivait des troubles. Vivait la guerre contre les Perses. Et elle a un nouveau souverain, qui est Justinien Ier, qui est quelqu'un imprégné de religion. Donc l'idéologie religieuse est très importante, c'est pour ça que je vous ai parlé d'une éventuelle première croisade chrétienne sur Carthage. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les sources catholiques parlent beaucoup de Justinien Ier. On évoque beaucoup son apport, son idéologie, or que quand même, il était marié avec une pute. Et il a fait beaucoup de mal. Donc pour un idéal chrétien, il y a moyen de faire mieux. Bon, c'est lourd, on va pas polémiquer, mais je plaisante pas. Sa femme s'appelait Théodora, et je vous expliquerai un peu ce qui se passe. Et en fait, il y avait des troubles intérieurs aussi à Constantinople ou Byzance, puisque Byzance c'est l'ancienne ville et Constantinople c'est l'extension de la ville. Et je m'excuse, il y a beaucoup de bruit. Les sirènes frappent, la mosquée, les bruits. Je sais pas, il faut que je fasse ça dans un studio, alors le dimanche matin. Moi j'aime bien la nature. Et bon, alors partagez avec moi cette nature, dans son bruit, dans son atmosphère. Voilà. Donc, Constantinople vivait des troubles très sévères, des troubles civils. Il y avait une révolte sociale, et Justinien Ier, Justinien qui était sur le point de fuir, sa femme lui dit non, il faut pas fuir, il faut sauver la ville, et elle fait un appel, et ce sont ces quelques moments de repos qui vont permettre au général Bélisaire de revenir et de massacrer la population. Massacrer, c'est carrément le terme, puisqu'on parle de 30 000 morts dans une révolte civile à Constantinople. Alors le général Bélisaire goûte à la virilité, à la brutalité, il contraint donc la population civile, il bat les Perses, et donc Justinien Ier va réutiliser cette force pour la détourner sur un objectif de conquête de Carthage, parce que Carthage commence à prendre un poids important. Rome est en déclin, mais en fait ce sont les deux principaux pôles, c'est Carthage et Rome. Et donc le but certainement de Justinien Ier est de reconquérir l'empire de Carthage et de Rome et de restaurer l'empire romain et de l'unité. D'ailleurs, comment dire, la chronologie ne va pas démentir ce fait, puisque après avoir pris Carthage, il prendra la Sicile, il prendra Naples et il prendra Rome en 538. Donc la bataille de Carthage ou la victoire sur Carthage ne ramène pas la paix. Au contraire, elle va réveiller ce qu'on appelle la guerre des morts ou la guerre des Berbères, et que moi j'ai titré dans mon bouquin la guerre des Massiles. La guerre des Massiles parce que c'est le mot utilisé par Procope de Césarée. Il parle des Massiles. Et on a toujours parlé à l'époque des Massiles, des Massaël. D'ailleurs, le mot a un dérivé sans doute du mot Masri. Masri, c'est peut-être lié à cette origine. Et donc, on vous parle des peuples morts, des Massaïl, peuples morts. Donc, mort, c'est beaucoup plus général. Alors, les Nord-Africains étaient-ils des morts? Étaient-ils des Berbères? Mort veut dire brun, couleur foncée. Et donc, on nous a rapporté nos origines aux Érythréens. Et en fait, la Maurétanie, donc le pays des morts, ou la Maurétanie césarienne, se trouve à l'ouest de Carthage. Donc c'est du côté, c'est pas de l'est. Et c'est le nom d'un pays. Donc il est plus probable que les morts viennent de l'ouest. Et donc mort veut dire, même dans le langage punique, les bronzés, les gens à la peau foncée, les Maorem, ça veut dire les foncés. Et donc certainement que
qu'il y a une erreur de géographie, c'est pas l'Érythrée, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest. Moi, je pense plutôt à cette thèse. Alors, berbères, étaient-ils des berbères? Moi, j'ai l'impression encore que le mot berbère est un mot qui vient beaucoup plus tardivement. Les Romains parlaient de barbares pour dire les étrangers. Et ensuite, ce mot a évolué pour dire les barbares, ça veut dire ceux qui ne sont pas civilisés. Mais on a parlé des berbères au 8e siècle, et les Arabes en ont parlé en disant que leurs origines venaient de Palestine. Bon, il y a différentes thèses comme ça, et le mot berbère a été réutilisé beaucoup plus tard. Donc moi, je préfère rester dans le contexte de l'époque du 6e siècle, et donc utiliser le mot de l'époque, les Massiles, donc c'est les tribus Massiles, les Massaëls. Et en fait, les Massiles ne se distinguaient pas par leur origine raciale, ethnique ou culturelle, mais par leur mode de vie. Alors on citait les gens par rapport à leur mode d'habitat. C'était ceux qui n'ont pas de maison, donc c'était les nomades, c'était ceux qui vivaient dans les cavernes, c'était ceux qui vivaient dans les cités, c'était les personnes romanisées, et c'était ceux qui vivaient dans les campagnes et ceux qui vivaient dans les montagnes. Et à chaque fois, bon, je ne peux pas vous dire de mémoire les noms que l'on donne à ces tribus, mais elles étaient distinguées surtout par leur mode de vie, et beaucoup plus par leur mode de vie que par leur... Et d'ailleurs, regardez, quand on vous parle des invasions, qui vous parle des invasions? C'est les Byzantins vous parlent d'invasions. Ils vous parlent des invasions païennes. Donc ce sont les païens qui viennent envahir l'Afrique du Nord, alors qu'eux viennent de l'actuelle Turquie. Les Byzantins viennent de là-bas. Mais ils ne se considèrent pas comme étrangers, parce qu'ils appartiennent à une culture, et donc ils se sentent, ils se sentent appartenir au pays. Par contre, les païens, qui sont les berbères, eux sont les barbares. Bon, voilà. Il y a une chose que je voulais dire aussi sur la chute de Carthage. Pourquoi est-ce que Carthage a chuté? Bon, bien entendu, Guélimer n'était pas armé suffisamment, la cité était tombée dans l'aisance, dans la facilité, les troupes étaient en Sardaigne, il y a eu des erreurs tactiques militaires, il y a eu la collaboration aussi des Berbères, il y a eu aussi la bonne action, la bonne stratégie du général Bélisaire, c'est incontestable, mais il y a eu aussi, et encore, la fuite des Berbères. Lorsque Bélisaire rentre à Carthage, les Berbères se plaignent, enfin félicitent le retour à la chrétienté. Les Berbères de Carthage se félicitent du retour de la chrétienté et ils se plaignent de ce qu'ils ont dû subir avec les arianistes. D'accord? Et donc, et là encore, Bélisaire les récompense, il leur donne de l'or, il récompense les chefs. Et donc, l'alliance vandale-berbère est un peu brisée puisque les Berbères prennent le parti des Byzantins au lieu de prendre le parti des Vandales. Et là encore, ont-ils eu raison sur un plan tactique? Non, parce que pas beaucoup. Il ne faut pas attendre longtemps pour que les Berbères contestent le pouvoir byzantin et que prennent les armes. Bon, c'est une expression moderne, mais pour que les guerres civiles se reviennent. Et je veux dire, après quand les Byzantins prennent Carthage et l'Ifriqiya, on va vivre une époque cruelle en Tunisie. C'est ce que j'ai appelé la guerre des Massiles, où il y aura beaucoup de violence, de brutalité. Et je vous rapporte encore aux mémoires de César de Procoré, qui lui a parlé de tous les ravages qui ont été faits, tous les anéantissements. Je ne peux pas vous citer, peut-être que tout à l'heure je peux vous lire des extraits de mon livre où je parle de tout ça. Et donc ça a été extrêmement cruel, ces conquêtes et ces guerres massiles, parce que les Byzantins tenaient les villes, mais ne contrôlaient pas le pays. Et au sein du pays, on a eu des guerres tribales où tout n'était pas clair, parce que on a eu de nombreux chefs qui s'opposaient les uns des autres, qui se rangeaient une fois du côté des Byzantins, qui s'opposaient aux Byzantins, les fidèles aux Byzantins devenaient ennemis des Byzantins. C'est une marmelade, c'est quelque chose de difficile à expliquer, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'unité dans l'Afrique du Nord contre les Byzantins. Et je vais vous dire, par exemple, en 543, aura lieu la
grande bataille d'Afrique. La grande bataille d'Afrique en 543, où tous les Berbères et les Vandales vont s'unir pour combattre les Byzantins. Et ils vont prendre Carthage, ils vont prendre l'Aribus, ils vont prendre plusieurs cités, plusieurs batailles où ils vont vaincre. Ils vont prendre Carthage donc en 543, qui obligera au retour du général Bélisaire, qui reviendra en 546. Et il reprend Carthage, donc les Byzantins reprennent Carthage en 547, et il meurt la même année, tué au combat. Voilà. Alors, il y a bien sûr des choses que j'avais envie de dire, que j'ai certainement oubliées. Oui, comment a commencé cette guerre des Massiles? C'est ça, et en même temps je vous fais un lien avec la reine, Théodora. La reine Théodora. La guerre des Massiles. Alors la reine Théodora, c'était une danseuse, une prostituée, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a aucun mal. Elle a été aimée par le souverain qui l'a épousée. Et bon, elle est d'une origine danseuse, orpheline, qui est devenue la grande reine, et qui nommait des gens parfois un peu à sa fantaisie. Vous voyez, je ne voudrais pas faire de fausses comparaisons, mais en fait c'est la reine qui décide selon ses instincts. Et elle a nommé son neveu, qui s'appelait Sergius, elle l'a nommé donc, je ne dis pas exarque parce que le mot n'existait pas encore à l'époque, mais elle l'a nommé gouverneur en tout cas de l'Ifriqiya. Et que fait ce Sergius? Outre qu'il est préféré, qu'il était pistonné, il veut restaurer la paix avec les Tripolitains. Et donc on ne connaît pas les enjeux des conflits, des difficultés qui se passent en 543. Et Sergius invite les chefs rebelles et il leur dit on va faire une paix des braves autour d'un repas. Et il les invite à Lepsius Magna. Et que fait-il? Il les assassine tous. Donc les successeurs des Laguatans, de Tripoli et de Lepsius Magna vont rassembler les chefs du Byzacène, ils vont se révolter et ils vont faire une guerre civile, ils vont remonter jusqu'à Carthage. Alors est-ce que ce problème est à l'origine? Moi je ne pense pas, il y a de nombreux faits, de nombreux problèmes qui vont conduire à l'unité des Berbères et des Vandales, qui vont prendre Carthage en 543, ils vont la perdre en 547 avec le dernier duc de Guntarik, parce que le duc de Guntarik était le dernier Vandale. Il était le chef donc de l'expédition, assisté par Antalas ou Antalis, un chef rebelle, le chef du Byzacène, et ils avaient des principes pour partager le trésor d'Aérobindus, qui est encore un gouverneur byzantin qui va être tué, c'est le troisième, je vous rappelle. Je vous rappelle que le gouverneur Salomon, envoyé de Byzance, a été tué au combat, Bélisaire a été tué au combat à l'Aribus, et Aérobindus a été tué dans son palais. Et lorsque le duc de Guntarik prend le pouvoir, il avait prévu de partager avec les tribus berbères. Semble-t-il, il aurait changé d'avis, ou bon, là il faut vérifier les faits de l'histoire, et donc il va terminer assassiné, et les Byzantins reprennent Carthage et reprennent le pouvoir. Et il faut savoir que le nouveau gouverneur qui s'appelle Troglita a su agir entre les adversaires, vous voyez ce que je veux dire. Il a contrarié toutes les alliances et finalement il a fini par vaincre. Bon, je ne peux pas vous donner les détails comme ça mentalement. Voilà, ça c'est l'époque byzantine. Alors, vous connaissez notre fameuse cathédrale de Carthage. Eh bien, ce lieu de la cathédrale de Carthage, c'était l'ancien palais vandale, qui est devenu un palais byzantin. Et quand vous voyez l'architecture intérieure, c'est de l'architecture byzantine.
Donc ces influences byzantines sont très très fortes. Bien sûr, le palais a été restauré plus tard par l'église de Carthage et on en a fait une cathédrale. Mais à l'époque, c'était le palais. Et plus anciennement, c'était le palais de la Bisra, c'est-à-dire ce qui était le lieu de marché à l'époque phénicienne. Donc c'est un lieu connu, hein, c'est un lieu important, qui est devenu palais vandal, qui est devenu palais byzantin, qui est devenu cathédrale de Carthage et qui est aujourd'hui, je crois, musée de Carthage. Je ne sais pas, je m'excuse, je ne suis pas très au courant d'actualité. Voilà. Ben écoutez, c'est une époque intéressante, cette époque byzantine de Carthage, qui commence en 533 et qui se poursuit. Alors je dois vous dire une chose, l'intérêt religieux est fort. Il a motivé les actions de Justinien Ier. Son idéologie de conquête, c'est la religion. Et vous savez que Carthage était chrétienne. Mais il y avait, avec la conquête de Constantinople, il y a une fraction dans le christianisme avec les duophysistes et les monophysistes. Alors les chrétiens de Carthage perdaient du terrain avec les arianistes vandales. Les arianistes vandales ne leur laissaient pas de place. Donc il y a déjà un grand déclin du christianisme à Carthage. Et quand les Byzantins reviennent, il y a un appel d'air, donc il y a un retour au christianisme, mais il y a une rupture entre les duophysistes et les monophysistes. Ce que je voulais vous dire est très important, parce qu'il est à l'origine de l'adhésion de Carthage à l'islam. Vous allez voir combien c'est très important ce que je vais vous dire, et qui est malheureusement sous-étudié ou sous-évalué dans l'histoire de Tunisie. Donc qu'est-ce que c'est que les monophysistes? Les monophysistes, ce sont les orientaux d'Égypte, de Turquie, qui croient dans l'unité dans Jésus-Christ de Dieu et de la parole et de la personne. Donc ce sont des monophysistes. Et ils vont conquérir Rome et ils vont imposer cette vision, la vision de la Trinité. Vous voyez? Alors que Carthage reste fidèle au duophysisme. C'est-à-dire qu'elle veut séparer la nature de Jésus, donc la nature du prophète, de la nature de l'expression divine. Ce sont deux choses différentes. Et Carthage tient à cette différence. Et elle est la seule. Et ça va entraîner des guerres. Ça va tellement entraîner de guerres que vous avez un certain Héraclius, qui était le gouverneur de Carthage, qui s'en va à Constantinople, conquérir Constantinople. Et il va vouloir imposer cette idée de duophysisme. Et d'ailleurs, ce Héraclius, qui est donc un Carthaginois, Héraclius est, il est cité par le Coran dans Surat al-Rum, et il est considéré comme un héros. Et vous voyez que cette vision duophysiste, vous la retrouvez dans le Coran, lorsque l'on sépare la nature du prophète de la nature de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Donc dans une sourate principale où on dit « Lam yalid wa lam yulad », c'est fondamental, c'est un fondement essentiel. Vous voyez qu'il a été objet de guerre. Dans l'idéologie chrétienne, il a été idéologie de guerre. Et lorsque les Byzantins vont prendre Carthage, vous savez, cet héritage de distinguer la personne de Jésus de la personne de Dieu entre en adhésion avec l'islam, et c'est pour ça que l'islam va être plus facilement accepté. Par contre, Rome est devenue monophysiste. Donc Rome, qui avait la même perception que Carthage, mais finalement, elle, comme étant dominée par Constantinople, elle va adopter la vision byzantine. Et Carthage, en 522, appelle au danger contre le christianisme, puisque les monophysistes sont en train de prendre le pouvoir partout. Et donc Héraclès, je m'excuse, j'oublie comment il s'appelle, le souverain de Carthage à l'époque en 618, qui a voulu faire de Carthage la capitale du nouvel empire romain,
donc appelle au pape Léon, je ne sais plus lequel, le pape Sergius, je ne sais plus lequel, enfin, pour défendre la chrétienté. Et donc vous voyez que le souverain de Tunis est en adhésion sera en adhésion avec la nouvelle idéologie musulmane qui vient d'Arabie. Voilà, c'est un point intéressant. Autre chose que je n'ai pas terminé tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'identification de la société, on ne parle pas en tribu, mais on parle en mode de vie. Ceux qui vivent sous la tente, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui vivent dans les villes, ceux qui vivent dans les montagnes, ceux qui vivent dans les plaines. Et à chaque fois, il y a un mode de vie qui est défini. Et ce ne sont pas les ennemis, les ennemis, ce sont les païens. Et vous voyez, cette façon de décrire la société se retrouvera 800 ou 900 ans après chez Ibn Khaldoun, lorsque Ibn Khaldoun définit une sociologie de la société. Donc vous voyez, cette pensée de Ibn Khaldoun a des racines très anciennes, puisque 800 ans avant, on décrivait la société par rapport au mode de vie de ses habitants. Donc il n'y a pas une idéologie en disant d'une appartenance au sol, selon laquelle les Berbères possèdent le sol. Non, il y a une appartenance plus idéologique. Vous voyez, les Byzantins considèrent païens ceux qui n'adoptent pas l'idéologie chrétienne, vous voyez par exemple, ou les païens. Et donc ils veulent réimposer la religion chrétienne et selon leur mode. Et ils ont apporté des prêtres byzantins, ils voulaient donc imposer leur idéologie religieuse, alors que Carthage était du diophysiste, et elle voulait préserver, et donc on a eu des écrits, il y en a eu des guerres pour ça, il y a eu des batailles. Bon, je ne peux pas vous citer les détails de toutes ces guerres massiles, ou alors vous en faire une autre page spéciale, ou alors achetez mon bouquin, ça c'est ce qui est plus facile, ou alors lisez mes écrits, qui sont disponibles sur Internet, sur Academia par exemple, vous pouvez trouver, j'ai publié un papier sur la guerre des Massiles, donc vous aurez plus de détails, ou alors encore mieux, si vous pouvez m'inviter dans une conférence avec un sujet bien précis, alors on peut en parler. Bon, allez, je crois que j'ai été un peu long aujourd'hui, j'espère que le bruit a été correct et que mon message a pu passer. Et je vais m'arrêter là parce que faire des vidéos, j'aimerais même faire des vidéos qui concernent le présent. Ça c'est l'histoire, c'est les racines, c'est important. Parce que ça nous apprend à avoir plus de tolérance, ça nous apprend à éliminer les vérités, et ça nous donne une maturité sur les questions politiques. Donc c'est important d'avoir cette vision historique, mais à côté de ça, il y a une actualité politique dans laquelle bon, j'aimerais bien peut-être dire un mot pour éclairer. À bientôt, ciao.